Bonjour, je suis Michael Duvaux-Barreau, votre hôte pour cette émission, et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous audio dédié aux dernières évolutions dans le domaine de la formation des professionnels de santé. Ce podcast ou balado est réalisé de manière bénévole au sein de la Société internationale francophone d'éducation médicale, SIFEM, pour la revue Pédagogie médicale. Nous avons décidé de créer ce podcast pour partager des idées novatrices, des témoignages inspirants et des discussions approfondies sur les théories et pratiques en matière d'éducation médicale. Chaque épisode de Pédagogie médicale podcast explore les nouvelles frontières de la formation en santé avec comme base de discussion un article publié dans la revue Pédagogie médicale en compagnie d'un ou de plusieurs auteurs ou autrices de l'article sélectionné. Nous espérons que ce contenu vous donnera envie de rejoindre notre communauté professionnelle et scientifique à but non lucratif en adhérant à la SIFEM, vous abonnant à la revue ou les deux. Aujourd'hui, je reçois Audrey Dastou et Patrick Lavoie qui ont publié avec Louise Boyer l'article intitulé « Apprentissage coopératif et jugement clinique, perspectives d'infirmiers et d'infirmières expertes en soins critiques » publié fin 2023. Alors Audrey, bonjour. Bonjour. Et Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, je vous remercie tous les deux pour votre participation à l'émission. Est-ce que pour commencer, pour que les auditeurs puissent vous situer, j'aimerais vous proposer de vous présenter, de parler de votre parcours, de vos activités professionnelles et éventuellement vos conflits d'intérêts, le cas échéant. Patrick, peut-être pour commencer? Oui, avec plaisir. Donc, merci pour l'invitation. D'abord, je suis Patrick Lavoie. Je suis professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheur boursier à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, mes intérêts de recherche portent surtout sur la formation infirmière en contexte de soins critiques. Je m'intéresse spécifiquement à tout ce qui est prise de décision clinique, jugement clinique, raisonnement clinique, spécifiquement dans les situations où on est en contexte de soins critiques, donc où la vie des patients est en danger puis il y a un besoin de soins spécialisés ou ultra spécialisés. J'ai l'opportunité dans mon travail de travailler avec des étudiants, des étudiantes, donc différentes personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui ont des intérêts soit pour la formation ou la question de la prise de décision du jugement clinique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Audrey, en fait, qui va pouvoir se présenter, mais qui a réalisé une maîtrise avec moi. Donc, j'ai agi comme directeur, en fait, de recherche pour ce projet-ci. Louise Boyer était aussi dans l'équipe de direction. C'était une professeure à la Faculté des sciences infirmières qui est maintenant retraitée, donc qui profite de sa retraite, mais qui, durant les études d'Audrey, était avec nous dans l'équipe de direction. Super, merci beaucoup. Audrey, peut-être que vous pouvez vous présenter également? Oui, bonjour, Audrey Dastou. Je suis conseillère cadre en soins infirmiers pour le CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, dans le fond, je suis un gestionnaire qui s'occupe de la formation et de la qualité des soins qu'offrent les infirmières dans les secteurs des soins critiques, principalement les soins intensifs adultes. Donc, je suis clinicienne. Comme Patrick l'a nommé, là, j'ai diplômé là, de ma maîtrise en sciences infirmières là, de la faculté de l'Université de Montréal. Mon intérêt actuel, c'est vraiment les soins critiques, donc toutes le volet de formation pédagogique qu'on peut offrir aux infirmières dans un contexte de soins critiques, c'est vraiment le corps de mon travail. Pendant ces études, Audrey a obtenu du soutien financier, notamment de l'équipe Futur, qui est une infrastructure de recherche dont j'ai la direction scientifique. En fait, une équipe interdisciplinaire, interuniversitaire qui soutient la recherche sur la formation des professionnels de la santé, sur la professionnalisation. Donc, notre site internet www.équipefutur.ca, futur sans E, F-U-T-U-R. Et sinon, Audrey, je crois aussi que tu as reçu du soutien de la Fondation de l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Oui, c'est très important de le mentionner parce que pour faire ces travaux de recherche et pouvoir mettre en place des choses, il faut aussi du soutien institutionnel et de le préciser, il me semble important. On mettra les références en description de l'épisode pour pouvoir retrouver ces informations. Alors, pour rentrer dans le cœur de l'émission, dans le cœur de l'article aujourd'hui, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler du jugement clinique infirmier? Qu'est-ce que vous entendez par le jugement clinique infirmier et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? En fait, la définition qu'on a utilisée du jugement clinique infirmier dans le cadre de ma maîtrise, c'est vraiment la compréhension puis l'interprétation que l'infirmière va avoir de l'état de santé d'un usager et qui va l'amener, dans le fond, à intervenir de façon adéquate auprès de celui-ci. Donc, c'est vraiment la définition qu'on a utilisée. Puis
Puis pourquoi c'est intéressant? Mais pour venir d'un monde des soins critiques, des décisions, des jugements, il faut en prendre à répétition au sein d'un corps de travail. Et la décision qui est prise, là, qui est émise du jugement clinique, peut avoir des très graves répercussions auprès d'un usager qui est dans un état qui est instable, un état critique au niveau hémodynamique. Donc, ça semblait là, très pertinent comme sujet d'étude là, dans le cadre de ma maîtrise de jugement clinique. D'accord. Et en fait, dans votre étude, vous vous intéressez à des personnes qui ont différents niveaux d'expertise, plutôt des infirmiers, infirmières novices, des infirmiers, infirmières experts ou experts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette notion d'expertise? Comment vous jugez de l'expertise en jugement clinique infirmier? En fait, le terme expertise, on s'est fié, dans le fond, aux études de Benner, là, qui traitent l'expertise de novice à expert. Donc, dans le cadre de mon étude, je m'intéressais beaucoup aux experts. Donc, on les considère comme étant une infirmière de plus de 5 ans sur une même spécialité, qui est reconnue par ses pairs comme étant un modèle de rôle, une source d'inspiration, qui maintient à jour ses connaissances et qui est toujours dans un mode de réflexion pour vraiment demeurer experte. Dans le fond, il ne pas rester dans une routine peut-être confortable de soins. Puis, d'où, dans le fond, l'amalgame est venu entre, dans le fond, les expertises puis le jugement clinique. En fait, c'est venu de mes propres observations personnelles. Moi, étant infirmière de soins intensifs, j'étais experte dans mon domaine et j'étais souvent en relation avec des infirmières novices, donc des infirmières de moins de 2 ans là, d'expérience. J'ai côtoyé beaucoup dans des activités de préceptorat et en relation, souvent, ils me posaient beaucoup de questions. Je devais souvent expliquer ma pensée, expliquer comment j'arrivais à prendre telle décision, quel était mon raisonnement derrière mes gestes. Et de leur côté, eux, les infirmières novices, ils me confrontaient beaucoup dans mes connaissances parce qu'être fraîchement graduée au niveau académique, ils pouvaient m'apporter des connaissances que j'avais pas encore là, nécessairement apprises ou qui avaient évolué là, dans le temps. Donc, je suis venue à la constatation que peut-être qu'en étant en relation avec des novices, moi experte, je devenais une meilleure experte et que je continuais de développer mon jugement clinique en étant en relation avec des infirmières novices. Donc là, je me suis dit, wow, j'arrive à la maîtrise, beau sujet, peut-être qu'on pourrait en fait étudier, voir si la question elle a été explorée là, dans leur passé, puis apprendre plus sur ce sujet. Voilà. Vas-y, Patrick. En fait, je veux juste ajouter que de mon point de vue de directeur de recherche, là, c'était une idée qui était vraiment intéressante. Souvent, les gens arrivent pour débuter une maîtrise, qui sont beaucoup dans une posture d'apprenant qui vient de commencer ou qui a une expérience récente d'avoir débuté. Puis on est beaucoup sur des questions de transition, comment l'écart entre la formation et la pratique peut parfois être difficile à combler. Mais là, dans le cadre d'Audrey, c'était une question complètement différente de quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'expérience, qui était expert dans son domaine, puis qui là arrivait avec la question de, oui, on voit une tendance où on tend à mettre des gens avec différents niveaux d'expertise dans des activités de formation pour qu'ils puissent réfléchir ensemble, discuter, échanger. Puis on a beaucoup étudié ça du point de vue des novices, en fait, des gens qui débutent. Mais qu'est-ce que ça donne aux gens plus avancés? Puis est-ce qu'il y a un avantage pour les personnes expertes à participer à ça? Fait que moi, je trouvais que c'était vraiment une idée qui était originale, qui sortait du cadre, puis je me suis dit, waouh, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, c'était vraiment chapeau Audrey pour avoir pensé à ça. Et puis c'est là où on voit aussi que dans les problématisations, quand on a une expérience différente, on vient sur des parcours un peu qui sortent des sentiers battus, ça crée une richesse dans les problématiques et du coup ça fait des beaux sujets comme ceci et c'est tout à fait intéressant. Alors juste pour clarifier avant de passer pour la suite, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est le préceptorat? Vous en avez un petit peu parlé et pour nos auditeurs pour situer un petit peu ce que c'est. Oui, en fait, c'est lorsqu'on a une nouvelle embauche, donc un nouvel employé qui arrive dans un secteur donné, on lui offre une partie de formation théorique, mais par la suite, on lui offre vraiment ce qu'on appelle le préceptorat, qui est la partie d'orientation de jumelage. Donc, le temps qui est passé vraiment en supervision, là, 1 à 1 avec une infirmière là, plus expérimentée sur le département pour vraiment lui apprendre, dans le fond, la routine de soins et le fonctionnement. Et aux soins intensifs où est-ce que je travaillais, cette période de préceptorat-là peut durer environ 3 à 4 mois. Donc, c'est vraiment une période qui est assez significative là en termes
de temps de jumelage entre une novice et une infirmière experte. Voilà. Alors pour continuer un petit peu sur la compréhension de votre sujet, vous vous êtes intéressé dans votre cadre théorique au modèle d'apprentissage coopératif de Slavin. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots en quoi consiste ce modèle et puis les raisons qui vous ont poussé à choisir ce modèle pour faire votre recherche? Oui, en fait, l'idée de l'activité d'apprentissage coopératif est venue aussi de mon milieu de travail, parce que dans mon milieu de travail, il y a de la formation continue. Donc, oui, une fois qu'on est arrivé sur le département, on a une formation d'arrivée, mais après, on a encore de la formation qui dure là, tout au long de notre carrière. Et lors de ces activités de formation, ils utilisent des activités dites d'apprentissage coopératif. Et dans ces groupes, on retrouvait des infirmières novices et des infirmières experts. C'est pour ça aussi que l'idée m'est venue de comprendre l'interaction au sein de ces groupes-là. L'activité d'apprentissage coopératif, dans le fond, on l'a définit comme étant une activité dans laquelle les participants doivent obligatoirement collaborer, travailler ensemble pour résoudre, dans le fond, une problématique. Puis l'effort individuel est nécessaire pour l'atteinte de l'objectif commun. Donc, il faut vraiment les mettre, qui sont actifs aussi au sein de la formation. Donc, on a cherché un cadre de référence là, qui nous permettait d'encadrer vraiment le processus d'apprentissage coopératif. C'est Slavin, dans le fond, qui semblait le plus pertinent pour nous parce qu'il recouprait 3 perspectives théoriques super intéressantes. Donc, il nous présentait la perspective motivationnelle, qui est dans le fond, je suis motivée individuellement à apprendre pour moi, mais je suis également motivée à ce que mes collègues apprennent. Je suis motivée à les aider et à les encourager à apprendre. Donc, vraiment, la notion de motivation a été couverte par le modèle. Slavin couvre aussi la perspective de cohésion sociale, donc le fait d'appartenir à un groupe, le sentiment d'appartenance, de vouloir réussir ensemble. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle, la perspective motivationnelle, la perspective de cohésion sociale font en sorte qu'elles vont influencer les relations entre les participants d'une même formation. Et la dernière perspective qui est couverte par le modèle, c'est la perspective cognitive, qui est vraiment tous les processus mentaux là, de traitement de l'information. Donc, comment que les participants là, apprennent par ces interactions entre eux. Donc, c'est pour ça que Slavin a été choisi au sein de l'étude. La richesse, je pense, de la proposition d'Audrey, c'était aussi d'amener un cadre qui venait plus des sciences de l'éducation, donc le modèle dont on vient de discuter. Mais il faut aussi dire que tu as combiné ça avec un modèle du jugement clinique qui est issu de travaux en sciences infirmières avec le modèle de Tanner, pour vraiment arriver à adopter une perspective très ancrée, située, disciplinaire de l'objet d'étude qui était le développement du jugement clinique. Mais à ça, de comprendre comment cet apprentissage-là se fait de manière coopérative avec l'autre modèle qui vient plus des sciences de l'éducation. Donc, c'était vraiment une belle combinaison qui a permis d'approfondir ces questions-là. Oui, on sent l'intérêt du modèle parce que quand on débarque en sciences de l'éducation, on imagine tout de suite que la motivation individuelle à apprendre est importante. Mais de penser également à cet effet de groupe où on peut entraîner les autres à apprendre ou les aider à apprendre et se servir de ça semble particulièrement intéressant pour vraiment créer un groupe et de l'apprentissage par les pairs. Et donc ouais, ce modèle semble particulièrement intéressant pour ça. À votre avis, pourquoi il y a si peu d'études sur la formation continue à destination des experts? Parce que vous le soulignez dans vos travaux. Mais qu'est-ce qui fait que si peu s'intéresse à cette formation continue à destination des experts? Ça m'a vraiment marqué à la lecture et je me suis dit, bah oui, c'est évident. mais vous l'avez fait. Et donc, vous qui avez épluché la littérature, qu'en pensez-vous? En fait, c'est une très bonne question et moi-même, comme experte, je me demandais pourquoi on s'intéressait pas plus à moi. Mais je dirais que je crois que le 0-2 ans là, entre la graduation et le 2 ans où est-ce que je commence à être plus compétente comme infirmière, c'est vraiment un moment critique où souvent il y a des changements d'emploi, où est-ce que les infirmières vont abandonner la profession infirmière. Donc, je pense que c'est pour ça que souvent cette période-là est peut-être plus analysée, étudiée en fait là, pour ces raisons. Je crois aussi que une question d'accessibilité aussi, je crois que c'est peut-être
pas nécessairement plus facile, mais pour des chercheurs qui travaillent à l'université, ils côtoient les novices, les étudiantes. Et après, peut-être que ça doit être plus particulièrement difficile, je crois, aussi d'aller rejoindre des infirmières expertes une fois qu'ils sont sur le marché du travail. Mais voilà, je sais pas, Patrick, si tu voudrais compléter ma réflexion. Mais plutôt, Audrey, tu nous expliquais un peu comment on conçoit les experts, l'expertise en fait, puis il y a toute une question de devenir autonome puis de prendre en charge son propre développement. Fait que j'ai l'impression que par définition, on prend peut-être pour acquis que ces personnes-là sont en mesure de se développer puis que c'est pas nécessairement un sujet d'intérêt parce qu'elles sont autonomes, ils et elles sont autonomes dans leur propre développement. Cela étant, l'idée était vraiment de dire, si on prend des activités où on veut mettre en profit ou mettre en valeur cette expertise-là, est-ce qu'on est dans quelque chose d'instrumentalisant dans un sens où finalement on fait juste profiter de leur expertise au bénéfice des nouveaux, ou il y a vraiment un avantage pour elles? Puis tu sais, au-delà, tu sais, Audrey, tu parlais de la période critique 0-2 ans, où oui, il y a des intérêts économiques, ça coûte cher de former des infirmières, on veut les retenir, on veut pas nécessairement qu'ils se déplacent ou qu'ils changent de poste, donc il y a des gros enjeux de rétention aussi. Mais au-delà de ça, comment on peut mettre à profit cette expertise-là qui se raréfie aussi, puis comment ça peut devenir une ressource pour la formation, tout je pense qu'il y a des avantages aussi à reconnaître ça, la mettre en valeur, dire aux gens, ça a une valeur ajoutée que vous faites, donc de valoriser ces personnes-là pour, encore une fois, favoriser la rétention de ces personnes-là puis pas les prendre pour acquis dans nos systèmes. Est-ce que maintenant, vous pouvez peut-être nous parler du design, de la méthode que vous avez employée pour votre recherche en quelques mots? Oui, en fait, rapidement, c'était une étude qualitative descriptive. On a fait un recrutement là par réseau. On a recruté là 7 participants issus là de l'île de Montréal au Québec. Faut comprendre que lorsque on a été prêt à débuter notre recrutement, on a été happé de plein fouet par la COVID-19. Donc notre façon de recruter puis d'aller collecter nos données, on a dû s'adapter dans le fond à la nouvelle réalité que le Québec là, vivait là, présent à ce moment-là. Donc, on a fait des entrevues là, semi-dirigées téléphoniques qui étaient enregistrées. Puis par la suite, là, on a procédé à une analyse là, par thème de nos données. Est-ce que maintenant vous pouvez, parmi tous les entretiens et en fait les résultats que vous avez obtenus suite à votre analyse, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de vos résultats qui vous semblent particulièrement importants à souligner pour nos auditeurs? Mais en fait, nos résultats ont vraiment, il y a 4 thèmes qui ont émergé fort de ces résultats. Il y en a 2 vraiment en lien avec les caractéristiques des activités d'apprentissage coopérative. Donc, ce qui est ressorti, c'était qu'il fallait vraiment que les formateurs assurent un environnement dit sûr ou sécuritaire pour favoriser la participation des apprenants là, lors des activités. Par environnement sûr, on parle de mettre en place des balises, là, comme par exemple l'absence de jugement, faut pas avoir la peur du risque de faire des erreurs, un aspect de confidentialité, ce qui se passe ici reste ici, le respect mutuel et vraiment l'importance de participer, parce que sans la participation de tous, on n'arrivera pas à apprendre en groupe. Donc, vraiment, l'importance de l'environnement est grandement sortie dans les caractéristiques d'apprentissage. L'autre thème en lien avec les caractéristiques des activités, ce qui est ressorti, c'est l'importance de l'hétérogénéité des groupes. En fait, ce qui est ressorti, c'est que quand les groupes sont hétérogènes, ça favorise des échanges et donc la discussion. Et c'est par la discussion qu'on semble apprendre. Puis par hétérogénéité, on parle dans le fond des expertises qui sont différentes, comme on a nommé tantôt, là, donc des expertises de novice à expert en termes, par exemple pour les infirmières. Mais l'hétérogénéité peut aussi être en termes de milieu de travail, donc des infirmières qui travaillent dans des milieux différents, des hôpitaux différents, et ça pourrait aussi être en termes de profession, donc d'avoir par exemple des médecins ou d'autres professionnels au sein du groupe favorisait vraiment les échanges. Fait que ça, c'était 2 gros termes forts en lien avec les caractéristiques. Et ensuite, on a eu 2 thèmes vraiment en lien avec les processus d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui se passait là, dans l'interaction avec les participants. Puis les 2 thèmes qui sont sortis,
ici, c'est vraiment le fait dans le fond, d'expliquer, avoir à nommer haut et fort son raisonnement clinique. Ça fait en sorte que les participants arrivaient à faire l'état de leur connaissance, à dire oui, je sais ça, mais je me souvenais plus que j'avais autant de connaissances. Puis ça les amenait aussi même à les approfondir, parce qu'en devant les expliquer, ça les forçait à faire des liens entre des connaissances qu'ils avaient. Donc, ça approfondit leurs connaissances. Et l'autre grand thème, toujours en lien avec le raisonnement clinique, c'est oui l'expliquer, mais c'est aussi de le comparer. Parce que quand on discute en groupe, on n'a pas tous le même raisonnement clinique. Puis en se comparant entre nous, ben on se remet en question. On peut se poser la question, je suis différent, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai à m'améliorer, à revoir ma façon de faire? Ça permettait aussi, particulièrement aux experts, de prendre en compte tous leurs automatismes, des choses qu'elles faisaient par instinct, mais là, de devoir le nommer, ça peut être plus difficile parce que pour eux, c'était tellement intuitif, c'est un automatisme. Donc, voilà, fait que je dirais que de comparer puis d'expliquer son raisonnement, c'est vraiment par ça que les apprentissages ont été faits par nos experts dans le fond. Ok, c'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais oui. mais peut-être moi je me posais ce qui m'a vraiment marqué dans la lecture de l'article, c'est la partie sur l'hétérogénéité des groupes où l'usage du coup, on pourrait réduire ça à on utilise l'expérience des apprenants plus experts pour augmenter l'efficacité d'apprentissage pour les plus novices. Mais en fait, ça va un peu dans les deux sens. C'est que tout le monde apprend dans cet apprentissage coopératif, si je comprends bien. Oui, exactement. Les experts ont nommé que par la présence d'infirmières novices dans leur groupe, parfois les novices allaient poser des questions aux formateurs que les experts n'auraient pas nécessairement posées. Et par la réponse, l'échange que cette question avait débuté, des apprentissages pouvaient se faire à ce niveau-là. Puis par les questions que les novices posent aussi aux experts, les experts parlent leurs réponses, mais ils n'ont pas le choix, en fait, de mobiliser leurs connaissances. Et souvent, les novices aussi vont arriver avec eux aussi leur bagage, ce qui n'est pas parce qu'il est novice qu'il est moins bon. Fait que, parfois, ils peuvent utiliser leurs expériences qu'ils ont eues en stage ou des nouvelles connaissances qu'ils ont appris là, dans le milieu académique. Donc, non, ils ont autant à apporter finalement qu'à nos infirmières experts. Mais est-ce que tous les apprenants réussissaient à se sentir comme pairs entre eux? C'est-à-dire qu'est-ce que l'expert qui a 10, 15 ans d'expérience se sent comme un pair avec l'autre apprenant qui est relativement novice, ou il y a une forme de hiérarchie qui se crée dans les groupes malgré tout? Comment vous avez fait pour réussir à créer cette ambiance, mais oui, cet environnement d'apprentissage par les pairs, en fait, entre eux, même avec cette hétérogénéité? En fait, c'est ça, on l'a nommé précédemment. Fait que oui, les formateurs devaient mettre des balises en place pour justement nommer que la participation de tous était requise. Mais les infirmières experts, par leur bienveillance puis leur motivation à ce que tout le monde apprenne et que le groupe ressort gagnant ensemble, l'ont nommé là dans les discussions que parfois elle laissait la place aux novices et elle se restreignait parfois dans certaines discussions pour que les novices puissent s'exprimer librement et peut-être plus renchérir par la suite, mais il y avait vraiment une bienveillance de vouloir laisser la place aux infirmières novices à participer. Et si je comprends bien, les infirmières qui expertes avaient aussi ces compétences psychosociales de gestion de groupe et de réussir à pas s'imposer dans le groupe en montrant je suis expert, je sais, donc je résous le problème tout seul. Vous avez réussi avec ces balises-là à créer cet environnement sûr pour les experts et aussi pour les novices. Oui, puis même si on va plus loin encore, en prenant le temps d'écouter le raisonnement clinique des infirmières novices, les infirmières expertes se sont rendues compte que c'était très bien le raisonnement, puis que parfois ils devaient prendre des détours que eux avaient plus besoin de prendre, mais que la destination était quand même la même. Et je dirais que ça l'a aidé même à enlever une certaine hiérarchie, puis à favoriser un meilleur sentiment d'appartenance au sein même de l'équipe après la formation sur le milieu de travail, parce que en ayant un échange dans un environnement qui est sûr, sans jugement, ils ont pu faire le constat que les infirmières novices, pas parce que c'est plus long, leur raisonnement qui n'est pas le bon. Fait que leur perception ont changé à leur égard. Juste pour préciser, dans votre étude, ce sont toutes des infirmières en formation continue, plus ou moins expertes, mais toutes en formation continue, donc déjà diplômées. Est-ce que d'élargir un peu cette hétérogénéité avec des étudiants en formation initiale
en stage, par exemple, ou même en milieu académique, ça vous semble être une perspective envisageable à terme, ou alors il y aurait trop d'hétérogénéité et qui fait que les participants ne se reconnaîtraient pas en tant que pairs et ça marcherait pas. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité? Et est-ce que ça a déjà été essayé? En fait, j'avais posé un peu la question à mes participantes, à savoir jusqu'où était la limite de cette hétérogénéité-là. Donc, moi, je pense que l'idée, elle est excellente, qu'il faudrait y aller. Je pense juste qu'il faut faire attention aux sujets qui sont abordés. Il faut faire attention à pas aller dans un sujet qui est peut-être ultra spécialisé dans un certain secteur. Mais c'est vraiment ça qui est sorti pour les infirmières expertes. C'était euh, eux, ils sentaient pas qu'il y avait de limites à cette hétérogénéité-là, mis à part peut-être un sujet qui demanderait une trop grande expertise, qui là mettrait peut-être les novices en situation de stress parce qu'ils considéreraient pas qu'ils auraient tous les prérequis pour pouvoir participer là, à la formation, puis qui ralentirait peut-être le groupe, mais ça serait la seule nuance là, qui a été nommée dans mes discussions. Mmh. Patrick, j'imagine que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Ben, en fait, pour moi, c'est beaucoup dans des principes de socio-constructivisme où on se situe présentement, là, comment on arrive à trouver un espace d'échange qui va créer assez de tension pour qu'on puisse en tirer quelque chose, mais en même temps, pas dépasser les capacités de chacun. Moi, ça m'amène cette question-là beaucoup à penser à la zone proximale de développement. Là. Vous verrez, moi, je viens du domaine de la recherche, donc je théorise beaucoup, mais l'idée étant que il faut toujours trouver le juste un milieu à dire ben qu'est-ce qui va être un sujet qui va faire en sorte que oui, les experts vont pouvoir être des modèles, amener les gens à réfléchir plus loin, mais où les novices ou les gens qui débutent vont se sentir quand même assez confortables pour participer à ces échanges-là. Parce que, comme Audrey le disait, quand on est dans des trucs trop spécialisés, trop avancés, ça peut être source de stress, d'anxiété. Présentement, on fait des travaux aussi, ça sort un peu de l'article, mais on fait des travaux sur l'incertitude qui est vécue par les personnes qui arrivent dans des environnements de soins critiques. Puis on voit que le regard de l'équipe de soins est un élément qui contribue énormément à cette incertitude-là que les gens ressentent quand ils débutent leur carrière en soins intensifs. Donc, comment on peut créer ces conditions-là pour que oui, il y a une tension qui va générer des échanges, mais je me répète, mais encore une fois, comment on va créer un espace qui va être sécuritaire pour où les gens vont se sentir confortables de participer parce que à la base, pour moi, quand on parle d'environnement sûr sécuritaire, ben, s'il y a la place à l'erreur, c'est correct que je me lance, que j'amène une réflexion. J'ai le droit de pas avoir raison. C'est ça qui va générer de la discussion. Oui, et puis cette tension dans la zone proximale de développement entre le trop difficile et parfois même le trop facile, ou peut-être une zone un peu d'ennui. Et c'est vraiment aussi le cœur de nos métiers d'enseignement, de trouver comment mettre en place cette tension pour stimuler l'apprentissage de tous. Peut-être pour conclure, vous verrez d'autres éléments clés pour un collègue enseignant qui souhaiterait mettre en place ce type d'activité coopérative. Est-ce que vous voyez d'autres ingrédients indispensables à inclure pour réussir à créer cette émulation, cette participation de tous? Je pense que de multiplier les types de stratégies pédagogiques qui font de la coopération peut aussi être une solution, de pas nécessairement dire c'est une grande simulation, mais peut-être il peut avoir un aspect simulation, mais il peut aussi avoir un espace étude de cas, un espace questionnement. Je pense que pour favoriser les échanges, il faut aussi stimuler nos apprenants avec différentes méthodes. Puis je pense que de regrouper plusieurs stratégies dans une même formation pourrait peut-être être une solution à envisager. De mon point de vue, c'est sûr qu'on était dans une étude exploratoire descriptive où on n'avait pas un nombre énorme de participants, donc ça représente quand même des expériences situées puis locales. Ça a une valeur importante, là, c'est pas ça que je dis, mais l'idée étant qu'il faut pas non plus généraliser. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que pour peut-être une des premières fois, on a une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la tête des experts qui participent à ces éléments-là. Fait que si on sait qu'ils se remettent en question, qu'ils font l'état de leurs connaissances, qu'ils veulent approfondir, qu'ils prennent conscience de leurs automatismes, ben on peut peut-être y aller comme formateur de manière plus consciente, puis dire comment je vais accompagner ces personnes-là aussi, puis comment je peux diriger mon attention pédagogique, là, si j'invente un concept, là, mais de manière à les soutenir finalement, puis stimuler ces processus-là qui dans l'étude d'Audrey, du moins, ont montré que c'était ça qui contribuait. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses sur comment on accompagne les gens qui ont un peu moins d'expérience, puis qu'est-ce qui les nourrit. Ben là, on a un peu le pendant
les experts. Donc, je pense que ça peut être fait de manière consciente pour bonifier encore les pratiques pédagogiques et aller plus loin là-dedans. Et c'est d'autant plus important qu'on le voit dans votre contexte infirmier en soins critiques, mais je pense que ça peut s'élargir à beaucoup de contextes pour beaucoup de professionnels de santé. En tout cas, moi, je le vois aussi bien aussi dans mon contexte de kinésithérapie en France. Euh, Dans un groupe de formation, ça arrive souvent qu'il y ait une hétérogénéité importante aussi avec des experts qui continuent à se former parce que aussi ils aiment ça, donc ils aiment voir aussi ce qui se passe et donc comment on articule le tout quand on propose des activités pédagogiques, ça fait partie des enjeux qui sont présents en formation continue et donc ça ouvre des perspectives là-dessus très intéressantes, je trouve. Alors, on approche de la fin de notre émission. Est-ce que pour conclure, vous pouvez peut-être déjà nous parler un peu du processus de publication dans la revue de votre article? Comment ça s'est passé pour vous, ce processus de publication qui a abouti du coup à l'édition en fin d'année dernière? Je peux peut-être commencer en disant que c'est certain que, là, je parle pour toi, Audrey, mais c'était un nouveau processus étant donné qu'il est arrivé de la maîtrise. C'est quand même un défi, je pense, pour les étudiants et les étudiantes de dire on va aller jusqu'à la publication, au-delà d'un mémoire plus traditionnel, si on veut. Fait qu'encore une fois, je lève mon chapeau à Audrey de s'être engagée là-dedans puis de l'avoir vécu avec résilience parce que autant on s'est engagé dans un processus où pendant des années, le directeur, la co-directrice nous ont challengé, ont amené à pousser, etc. Là, on a en plus réviseur 1, réviseur 2 qui embarquent là-dedans puis qui en rajoutent une couche. Donc, ça peut être parfois je dirais pas troublant, là. J'ai pas nécessairement le bon mot, là. Audrey, peut-être que tu pourras nous aider. Mais bref, moi, j'admire beaucoup ça, d'avoir assez de résilience pour dire on continue le processus, puis au-delà d'avoir déposé le mémoire, on va encore plus loin. Pour ce qui est de notre expérience avec la revue Pédagogie médicale, c'est certain qu'on ne cachera pas que ça a pris un certain temps avant d'avoir les retours. Cela dit, on a eu des retours de très grande qualité, puis un approfondissement réel de l'article. On sent que les réviseurs, encore une fois, on était dans de la bienveillance. Ça fait que peut-être qu'il y a un parallèle à faire avec l'étude. Mais ces experts-là nous ont amené beaucoup de commentaires qui ont bonifié l'article, nous ont aidé aussi à le présenter dans un format qui était agréable. Bon, tu sais, je pense notamment au titre, tu sais, de vraiment aller chercher l'essence puis de sortir un peu du cadre plus académique où des fois les titres sont un peu longs pour pour expliciter, mais là, vraiment, que ces réviseurs-là nous aient amené leur perspective pour nous aider à aller plus loin. Aussi, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que la revue s'ouvre à des publications étudiantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur ajoutée pour nous, là, dans la direction de recherche. Pour d'autres aussi, j'imagine, tu peux en parler. Mm-hmm. Et en français. Il n'y a pas énormément d'options pour publier dans des revues spécialisées en formation des professionnels de la santé dans le monde francophone. Donc, de pouvoir compter sur ces avenues-là, pour moi, c'est un plus important. Puis là, non seulement la version papier est disponible, éventuellement, va probablement être en libre accès, mais il y a toute la question aussi de nous avoir invités à participer à ce balado aussi qui rajoute finalement une opportunité de rendre accessibles ces résultats-là, puis de partager le fruit de nos travaux. Ça fait que je pense que pour nous, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Fait qu'Audrey, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu veux compléter comment tu l'as vécu. Non, moi, je suis en fait, comme tu l'as nommé, je suis très reconnaissante, en fait, d'avoir eu accès à ces possibilités-là par ma maîtrise, pas malgré, mais parfois, on sent que la publication est peut-être plus accessible quand on poursuit encore au 3e cycle, au doctorat et tout ça. Donc, non, je suis vraiment dans la reconnaissance et les commentaires étaient très constructifs, là, donc ils ont juste continué mon développement à se poursuivre. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu chacun sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est un peu l'instant promotion. Si vous voulez nous partager un peu sur vos travaux qui sont peut-être en lien avec l'article, mais peut-être sur d'autres sujets. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Audrey, peut-être pour commencer? Oui, de mon côté, à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, on travaille fort les soins intensifs à le développement d'une clinique qu'on appelle la clinique post-soins intensifs. Donc, elle s'intéresse dans le fond au syndrome qu'on appelle le syndrome post-soins intensifs. Donc, on revoit nos patients qui ont quitté, dans le fond, les soins intensifs, mais que par leur séjour, qui a été un séjour assez prolongé, ont peut-être vécu certains traumas associés à un séjour aux soins intensifs. Le fait d'avoir été sédationné, intubé, d'avoir eu
constamment de la lumière, des sons, des interventions assez invasives, il nous ramène à avoir beaucoup de séquelles encore plusieurs semaines, voire mois après leur séjour. Donc, on a mis sur place là, une clinique qui est multidisciplinaire, infirmière, médecin, et qui s'intéresse, dans le fond, à prendre en charge ces patients-là. Et il y a un volet de recherche, en fond, qui est associé aussi à la clinique. Patrick, peut-être également? Oui, ben de mon côté, c'est certain que je continue mes travaux sur tout ce qui est développement de l'expertise, du jugement clinique, la prise de décision. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup sur des études qui permettent de mieux apprécier finalement toute la trajectoire là, de comment on débute dans la formation, puis comment on arrive à l'expertise. Et ça nous amène à envisager toute l'influence d'aspects externes, là. Donc tout ce qui est facteurs socioculturels, si on veut, les ressources qui sont disponibles, les relations interprofessionnelles, les règles locales, donc les pratiques peut-être un peu plus informelles, comment ça se passe chez nous, la culture, etc. Donc on arrive vraiment je dirais, sortir la prise de décision de la tête des individus pour vraiment voir ça comme un phénomène qui a lieu dans un contexte puis qui est situé. Donc, ça nous amène à faire plein de projets. Là. Celui sur lequel on travaille plus étroitement actuellement, c'est le phénomène de la transition. Donc, comment les gens qui débutent dans ces milieux-là, après avoir vécu leur formation, c'est quoi les changements à travers lesquels ils passent, puis c'est quoi les facteurs qui vont influencer ces changements-là. Ça fait que c'est peut-être le projet qui nous occupe le plus présentement. Puis c'est certain que moi, j'ai un volet recherche très important à mon activité professionnelle. Donc, on fait plein d'autres projets où on développe des nouvelles activités de formation, des modalités innovantes, notamment avec la simulation. On travaille sur des sujets comme l'annonce de mauvaises nouvelles ou l'échographie pulmonaire. Bref, il y a un éventail très large de projets sur lesquels on travaille. Puis, si les gens sont intéressés, on peut aller. On a un site web qui est au labolavoie.ca. Donc, on pourra mettre le lien, comme vous me disiez, mais on a un descriptif de chacun de nos projets là. Donc, si les gens sont intéressés, ça nous fera plaisir. Puis, il y a plein de collaborations qui se dessinent avec l'Europe aussi. Donc, c'est international. Ça nous fait une superbe ouverture et une nouvelle perspective intéressante, je pense, pour nos auditeurs. Alors, avant de vous poser une dernière question, je m'adresse aux auditeurs. Vous pouvez mettre en pause le podcast ou le balado. Essayez de mettre 3 mots-clés ou 3 idées clés en commentaire du podcast, soit sur les réseaux sociaux ou alors directement sur votre plateforme de podcast ou dans vos notes, sur vos téléphones, peu importe. Essayez de noter 3 mots-clés ou 3 idées clés de ce que vous avez retenu de ce podcast, de ce qui vous a semblé particulièrement important. Et puis, profitez-en peut-être pour vous abonner à nos réseaux sociaux et nos plateformes de podcast ou même à adhérer à la Société internationale francophone d'éducation médicale. On sera ravis de vous accueillir avec grand plaisir. Alors, Audrey et Patrick, peut-être, est-ce que vous pouvez, pour terminer, nous conseiller un livre ou un article que chaque auditeur informé d'éducation médicale devrait lire un jour dans sa vie? Initialement, quand vous nous avez posé la question, on avait envie de vous proposer un article qui vient tout juste de paraître, qui poursuit un peu les questions qu'Audrey a abordées dans le cadre de sa maîtrise. Là. Ça a été publié dans la revue Avancée en formation infirmière et ça s'intitule Mise à l'essai d'un nouveau modèle de supervision de stage en sciences infirmières, l'unité collaborative d'apprentissage. Donc, on voyait qu'il y avait un beau lien de ce côté-là, de continuer à approfondir les questions, la collaboration, en fait. Puis ça met en lumière finalement une autre forme par laquelle les experts peuvent nourrir l'apprentissage d'étudiants. Mais après, quand on a discuté ensemble, on a vu que vous aimeriez peut-être des suggestions plus larges. Puis j'avais envie de vous proposer un livre qui s'appelle La vraie nature de la bête humaine, qui est un livre qui a été écrit par Cyril Barrette, un professeur de l'Université Laval au Québec. C'est un biologiste, professeur émérite, si je me trompe pas, qui toute sa carrière a étudié l'évolution selon une perspective évolutionniste, différents aspects différents faits humains. Puis c'est un livre qui est vraiment intéressant parce que sa réflexion porte sur le fait qu'on, comme être humain, on combine à la fois notre nature humaine, mais notre nature animale aussi. Puis à travers ce postulat-là, il explore différents phénomènes. Là. Ça va de l'intolérance au lactose jusqu'à l'orientation sexuelle, la diversité de genre. Et comment finalement différents éléments de nos deux natures se combinent puis font en sorte qu'on peut expliquer certains phénomènes qu'on observe actuellement. Fait que bref, c'est une lecture qui est intéressante, qui nous sort un peu de la pédagogie, mais en même temps, on y retourne d'une certaine manière parce qu'on regarde le comportement humain puis comment il y a des bases
biologique à tout ça. Bien, merci beaucoup pour votre participation et ces riches échanges qui nous éclairent sur le sujet de l'apprentissage coopératif du jugement clinique infirmier. Merci à tous les deux et puis à bientôt. Merci. Merci.